Fidèles téléspectateurs, nos salutations distinguées. Et n'oublions surtout pas la devise qui anime votre magazine préféré, la trilogie fidélité, efficacité, régularité lui donne toute son incandescence. Sans tarder, découvrons la composition du plateau de ces numéros. Partons de la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, cadre du PPRD. Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. LIDEC de Makombo, et puis à côté de Makombo. Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, je suis politologue de formation, en même temps initiateur de la dynamique politique PESA Fongola Yamboka. Kitoko, vous êtes disparu. Oui, effectivement, j'ai été absent pour ceux qui me suivent et qui ont demandé aussi que je revienne reprendre le côté média et communiquer avec le peuple. Je suis de retour, mais cette fois-ci peut-être rafraîchi autrement pour que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons sauver ce qui a sauvé en ce qui concerne notre pays que nous aimons tous. Mais vous étiez où exactement? J'étais en France. D'abord, dans un premier temps, j'ai été invité, honoré d'être invité comme observateur électoral français des élections présidentielles qui venaient de se passer. Ça s'est très bien passé. Et par la suite, j'étais invité à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, où j'ai pris part au discours officiel de notre pays pour défendre la cause africaine, surtout la cause des esclaves qui ont perdu beaucoup de vies, qui sont nos frères et sœurs qui nous ont quittés il y a jadis plusieurs années et plusieurs siècles. Donc, sur ce point-là, je pense que j'ai eu à défendre la cause africaine. L'expérience que j'ai apprise sur le plan électoral, en termes d'observation, me permet de comprendre que c'est un problème aussi des concepts démocratiques que nous pouvons réajuster à ce qui nous concerne notre pays, à nous. Mais je n'étais pas étonné de voir comment se passe ici et comment nous pouvons aussi améliorer. Je ne dis pas reprendre le contrôle de l'appareil de la CENI, mais je peux prodiguer des conseils pour que les choses aillent mieux et ne pas dépendre de préceptes ou de dictats qui peuvent venir de l'extérieur. Ok, j'espère que vous nous revenez plein d'usage et raison. Effectivement, je l'espère. Mon pays me manquait beaucoup. Ça fait plusieurs mois. Ok. Ça m'a beaucoup manqué, mon pays. Alors, voyons notre gauche et commençons par les fermiers. Oui, c'est l'ingénieur Kapangana Maïra. Je suis agronome de formation, fermier aussi. Je fais aussi le consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Société civile, Kapangana. Et puis? C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante. Analyste indépendante. Et à côté de Mami Abongo? Oui, c'est Maître Carlos Semopili, je suis président du Conseil suprême de la société civile RDC. Je suis coordonnateur national et porte-parole de l'Udiciel, donc société civile électorale. Je me limite d'abord là. Alors, société civile, mais on ne sent pas la société civile. Hein? La société civile est là. Si la société civile n'était pas là, le pays serait déjà balkanisé au parti. C'est la société civile qui est la sentinelle aujourd'hui. Parce que si on laisse les politiciens, dont la majorité n'ont pas la conscience patriotique, qui encadre ce pays... Qui encadre l'autre? C'est la société civile qui encadre ou c'est la politique qui encadre la société civile? Non, la société civile, nous sommes la voix de la population gouvernée. C'est-à-dire, c'est nous qui défendons les intérêts de la population. Nous nous préoccupons que de ça et nous faisons un travail bénévolat. D'habitude, nous envoyons les nôtres dans le parti politique et quand ils sont dans les partis politiques, ils se distinguent. Vous verrez ceux qui ont commencé dans la société civile, lorsqu'ils traversent de l'autre côté, ils sont vraiment compétents et qu'ils se distinguent. Même si ils sont malheureusement contaminés aussi par cette immoralité politique dans la gouvernance. Donc le président Bahati se distingue. Pardon? Le président Bahati se distingue. Mais le président Bahati, vous voyez, l'AFDC, là, c'est la société civile infiltrée en politique. C'est pourquoi
elle a toujours beaucoup d'élus. Mais nous, avant l'AFDC, il y avait aussi, comment ça me parle, de Pierre Lumbila. MSR aussi, c'était aussi les acteurs sociaux qui ont postulé, organisé. Et vous voyez que ce sont des gens qui se distinguent lorsqu'ils sont en politique, par leurs compétences. Ok. Alors, nous terminons avec... Gandhi Kassende Bokabo, juriste consul spécialisé en droit international, politiste pour avoir fait des études de Sciences Po à Paris 1, avec une expérience en tant qu'administrateur pendant plus d'une décennie dans plusieurs institutions françaises, sans compter le média. Maintenant, vous êtes société civile ou politique? Je ne suis ni société civile ni politique. Je suis un citoyen congolais qui réfléchit, analyse un peu la situation socio-politique, voire même économique de notre pays et qui, selon les possibilités, transmet ses connaissances ou ses propositions pour que les choses aillent au mieux. C'est une participation par rapport à la vie politique, mais indirectement. Absolument. Voici les sommaires. Selon les échos qui nous parviennent de l'Assemblée nationale, les protagonistes ne se mettent pas encore d'accord sur les contenus qu'il faut donner à la loi électorale à réviser. Et à Kinshasa, nous connaissons aujourd'hui une situation où on découvre chaque jour qui passe des cachettes de matériel électrique, pourtant destiné à éclairer aussi bien la capitale que des provinces. Mais hélas, vous savez que nous sommes dans un pays pauvre. Malgré cette pauvreté, des efforts de commander ce matériel sont là. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand ça arrive ici, on les abandonne à la merci des intempéries qui les rendent inopérantes. Et vous le savez très bien, à l'époque, un musicien chantait « Poto poto mboka monene, solo Kinshasa, poto moindo ». Un musicien donc, originaire de la République démocratique du Congo l'avait chanté ainsi à l'époque. Cela signifie que Kinshasa rayonnait aussi sur tous les autres pays. Kinshasa a perdu de son éclat. C'est la question à laquelle il faut trouver la réponse aujourd'hui. Pourquoi? Et le Sénat a voté une loi qui donne la protection au peuple autochtone pygmée, entre parenthèses. Est-ce que cette loi apporte une solution à la vie des pygmées et à la vie des bantous? C'est aussi une question à laquelle vous allez essayer de réfléchir. Passons maintenant à ce que nous appelons aujourd'hui les corps même de l'émission. Quel est le couac qui ne permet pas aux députés nationaux de se mettre d'accord concernant des innovations qu'il faut apporter à la loi électorale? Michel Kitoko qui venait des élections en France. Merci beaucoup. Le fait que la CENI pense qu'il a droit, à la délibération, là c'est déjà un élément important qu'il faut condamner. La CENI n'a pas délibéré. La CENI n'a qu'à proclamer ce qui est connu. Veut dire quoi? Nous avons une fichier sous forme d'un appareil géant par lequel on voit les résultats qui viennent. Là, il faut qu'il y ait des témoins. On ne peut pas laisser ça entre les mains des dirigeants de la CENI. Il faut qu'il y ait tous les témoins qui voient comment l'arrivée des résultats de Mbandaka, de Bongandanga, de l'Équateur, de Kisangani, de tout. Tout le monde voit. Et les observateurs et les témoins de chaque candidat voient venir les résultats. Là, il n'y a pas de discussion. Et ils auront simplement à proclamer. Mais l'erreur que nous commettons ici au Congo, c'est que nous laissons ça
entre les mains de deux individus, le président et le vice-président avec son équipe, pour dire ils vont dans une pièce enfermée pour nous proclamer leurs candidats et non pas les candidats du peuple. Là, c'est un élément central qu'il faut veiller. Le reste ne sont que des gesticulations. Quand nous allons réussir à voir ça, par VSAT, les résultats qui viennent, et qu'il y a des témoins qui voient par écran géant comment les résultats viennent, on aurait résolu le problème de la tricherie au niveau de la présidence. Oui, quels sont les couacs, selon vous, M. Gandhi, qui fait que le député ne se mette pas d'accord quant à la révision de cette loi? D'abord, la première des questions que je me pose souvent, c'est à savoir, est-ce que les députés savent où ils sont, pourquoi ils sont là? C'est une des questions que je me pose. S'ils connaissaient leur rôle, je pense qu'ils n'iraient pas dans la direction où ils les recherchent. Pour exemple, comment voulez-vous que dans un parti politique, quand il y a des élections au niveau de la députation ou des sénatoriales, que moi, en tant que chef de parti, je me mette sur la tête des listes? Ça peut se comprendre. Comment est-ce que je peux faire... Vous avez des droits, non? Comment? Le chef de parti a les droits, non? Il a les droits. Mais comment est-ce que je peux faire en sorte que ma suppléante ou mon suppléant soit un membre de ma famille? Alors que, pour que le parti se développe, j'ai eu besoin de plusieurs citoyens, de beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi pour développer le parti. Au moins, il faut partager les responsabilités au niveau politique. J'exclus tous les membres de mon parti. Je privilégie les membres de ma famille. Ça pose un problème déjà là-dessus. Moi, je dis c'est un problème très grave. S'il continue à défendre ce genre de choses, de causes, moi, j'ai dit, c'est au peuple, à un moment donné, de ne pas les laisser continuer, soi-disant, entre guillemets, le représenter, puisqu'ils ne représentent pas les populations congolaises, ils ne représentent pas les gens de leur parti, mais ils se représentent eux-mêmes. Ça pose un problème. Il y a un problème de connaissance de leur rôle, puisque s'ils connaissaient leur rôle, ils n'agiraient pas ainsi. S'ils étaient aussi patriotes, ils n'agiraient pas ainsi. S'ils étaient là au service de l'État, de la nation et des populations, je pense qu'ils réfléchiraient à deux fois. Vous avez fait les Sciences Po, mais les chefs du parti, ce n'est pas un candidat naturel pour les partis? Qu'il soit candidat naturel pour le parti, je n'en disconviens pas. Les chefs de parti, c'est normal. Mais dans les cadres bien concrets de la députation ou des sénatoriales, où le chef de parti prend comme suppléant sa femme ou son fils, c'est là où le bas blesse. Vous avez vu en France, lui il vient de France, il y a un ancien candidat au présidentiel, ancien Premier ministre, qui venait d'être condamné. François Fillon, qui venait d'être condamné pour moins que ça. Pour avoir utilisé sa femme. Moins que ça, il a été condamné. Et il a loupé même le poste pour devenir président de la République. Tandis que chez nous, ils font des bêtises. J'appelle ça bêtises, on ne peut pas appeler ça autrement. On va les reconduire purement et simplement. C'est ignoble. Ok. Alors, Carlos, société civile, qu'est-ce qui fait qu'il y a des couacs entre les protagonistes à l'Assemblée concernant l'innovation de la loi? Il faut admettre d'abord que l'expertise électorale est vraiment au niveau de la société civile. Mais il y a eu des politiciens qui ont fourni d'efforts pour consulter plusieurs composantes de la société civile qui travaillent dans la thématique électorale. Et ensemble, on a discuté et ils avaient aussi, se sont servis de référentiels pour la révision de la loi électorale. C'est le cas des groupes de parlementaires qu'on appelle les G13. G13. Oui, oui. Alors, la question c'était de réfléchir. Vous êtes d'accord avec les G13? Bon, je suis d'accord avec eux dans 80%. Dans 80%. Parce qu'il y a d'autres éléments que nous les avons fournis, mais ils avaient eux-mêmes élagué. Et je vais vous les dire. Parce que vous savez que lorsqu'on est député, on doit maîtriser les minimums. C'est des cours qu'on enseigne en premier graduat à l'introduction générale au droit, où on dit les caractéristiques d'une règle des droits, le caractère impersonnel. Donc une règle des droits doit revêtir ce caractère impersonnel. On ne peut pas légiférer pour soi-même, non, on légifère pour tout le monde. Alors, lorsque par exemple, voici ce qui fâche et ce qui a fait claquer même la porte pour les députés de G13.
première question, il rejette la proposition de la loi, sur la disposition sur la corruption électorale. Nous nous sommes dit, si on vote mal, c'est parce qu'il y a achat de conscience des électeurs. Et ça, même en droit comparé électoral, vous êtes en Corée du Sud, il y a un seuil. Et si vous donnez des dons pour achat de conscience, vous serez immédiatement condamné et privé des droits politiques pour toujours en Corée du Sud. Ici au Congo, on a vu, après les scrutins sénatoriaux, le président de la République qui convoquait le procureur général de la République. Il y a eu une enquête. Mais c'est très important là, c'est le directeur. Mais le procureur général de la République a répondu ceci au président de la République. Je ne trouve pas une qualification, donc une infraction, pour poursuivre les candidats sénateurs qui a donné l'argent aux députés provinciaux. Parce que c'est de la même manière que les députés nationaux au suffrage universel direct donnent de l'argent pour être élus, c'est de la même manière au second degré, eux aussi donnent l'argent. C'est pourquoi nous nous sommes entendus qu'à cette fois-ci, il faut qu'on puisse criminaliser l'achat des consciences de l'électorat. Mais ici, les députés, comme ils ont des moyens avec l'argent de RAM et tout consort, ils disent non, non, nous allons corrompre l'électorat. Voilà la première immoralité qui fâche tous les peuples congolais. Deuxième, le problème de la suppléance. Toujours des questions de la moralité publique. La suppléance, ici, nous avons vu qu'une famille qui s'octroie la députation nationale, provinciale, sénatoriale. Et puis, il est nommé au gouvernement ministre. Qu'est-ce qui se passe? Il est au gouvernement, il laisse son épouse députée nationale, parce que c'est sa première suppléante. Il laisse son petit frère sénateur. Il laisse sa fille célibataire députée provinciale. Et lui-même, là, au gouvernement, les ministres, il prend ses cousins et d'autres enfants qui n'ont pas encore fini l'université, membres du cabinet. Regarde. Donc, toute une famille qui vous prend plus de 50 000 $ par mois. Troisième niveau, c'est l'obligation de publier le résultat des votes bureau par bureau. Ça aussi, ils ont dit, plus question. Or, c'est ça, c'est que Michel a insisté sur ça. Autre chose, on a dit que comme nous avons un électorat un peu compliqué, qu'on quitte le scrutin proportionnel vers le scrutin majoritaire. C'est-à-dire, celui qui est plus élu puisse être proclamé. Plus question de calcul par liste, parce que c'est sur base de ça qu'on dit qu'il y a des députés nommés, alors qu'il y a un problème de compréhension, d'arithmétique de ces magiciens, de ces mathématiciens belges qui a inventé le scrutin proportionnel. Mais ce qui fâche, et je crois que les gens du FCC doivent dire clairement, et c'est là où je dis les 20% où je ne suis pas d'accord avec les G13, parce qu'ils ont élagué. Nous avions exigé, pour avoir de bonnes élections dans notre pays, il faut qu'on demande la démission de toute autorité politique 3 mois avant le dépôt de la candidature. C'est ce qui a réglé les problèmes de violence électorale au Madagascar. Donc, président de la République, s'il veut postuler, 3 mois, il démissionne. Il laisse le président Bahati gérer l'intérim. Ministre de l'Intérieur, Premier ministre, vous voulez postuler, vous démissionnez avant. Gouverneur, vous démissionnez avant de postuler. Et enfin, nous devions exiger accumuler le critère intellectuel à l'expérience. Aujourd'hui, on ne peut plus nous dire que ce sont les professeurs, ce sont des juristes qui ont tué le pays. D'autant que lorsque quelqu'un devient député, première chose, il va s'inscrire à l'IE ce soir. Vous voulez devenir encore licencié alors que vous dites que ce sont les licenciés qui ont tué le pays. Lorsque quelqu'un est nommé ministre avec sa licence, avec mention satisfaction, il va aller à l'UNIKIN avec aujourd'hui Mouniere. Et on rédige pour lui une thèse, il devient professeur d'université. Donc, on trouve que tout le monde devait être professeur, tout le monde devait être intellectuel, d'où on impose. Commencez d'abord à étudier. C'est comme ça que nos parents nous avons éduqués. Okay. Que si vous voulez être grand dans le pays, commencez d'abord à étudier. Ce n'est pas commencer d'abord à exercer de hautes fonctions et puis aller acheter le diplôme après. Oui. Voilà, je termine par là. En un mot, qu'est-ce que vous dites du vocable consensus?
Les consensus, normalement, c'est quoi? C'est que il faut qu'on puisse aplanir les points divergents. Et ici, aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette question doit se régler dans les institutions, d'autant qu'on sait que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, sous la direction du président Mbosso, devient comme une équipe de campagne électorale de l'actuel président. C'est pourquoi nous disons que ce sont des questions qui doivent être réglées extra-institutionnelles. Donc, qu'il y ait un consensus, parce que c'est des questions qui choquent ou qui touchent l'intérêt de la République, l'avenir du pays. Donc, la question des consensus, c'est qu'il faut que la participation de la société civile, nous qui maîtrisons la matière, et nous sommes indépendants, nous n'avons pas de partialité, l'opposition et la majorité ensemble, on a un consensus et on a une loi électorale qui est une loi électorale impersonnelle. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'au Congo nous avons une véritable société civile? Mais je vous parle ici, c'est la société civile. Ce que je parle ici, c'est le peuple qui parle. C'est le peuple congolais. 60 millions de Congolais qui parlent à travers moi. Le peuple congolais veut la démission de toute autorité avant de postuler. Demandez à tout le monde, il vous dira ça. Ok. Madame Angèle, alors, puisqu'il y a le couac entre les protagonistes, qu'est-ce que vous proposez pour que nous puissions arriver à pour que nous puissions atterrir en douceur? Le couac, je vais quand même revenir là-dessus, c'est... M. Carlos a un peu épinglé cela. C'est quoi? C'est l'absence de moralité politique dans ce pays. Une totale moralité politique. Notre camarade l'a dit aussi, c'est une totale ignorance, méconnaissance du rôle du député. Et je dirais aussi une absence de volonté politique. Parce que quand on regarde les amendements qu'on avait alignés, on se dit, mais oui, ce sont des amendements qui sont acceptables, pertinents. Hein, quand on nous dit, par exemple, qu'on ne peut pas choisir comme suppléant des membres de famille, c'est pertinent. Quand, par exemple, on nous dit un seul candidat ne peut pas se présenter à diverses élections, c'est pertinent. Mais vous voyez comment les députés s'accrochent bec et ongle à, j'appelle ça des privilèges. Et c'est là où on voit, il y a totalement un manque de volonté politique. Ils ne veulent pas changer les choses parce qu'ils veulent s'accrocher, ils veulent rester en dépit de tout, sans penser au peuple. C'est là où je vous rejoins aussi, manque de patriotisme. Parce que, mais enfin, et la raison donnée par exemple pour cette histoire de suppléants, oui, c'est parce que quand nous faisons campagne, le parti ne nous finance pas toujours, c'est nous-mêmes qui finançons nos campagnes, on est élus. Mais si jamais le Seigneur nous prend, hein, la mort nous élimine de cette terre, qui va s'occuper de ma famille? Mais c'est... Où se trouve-t-on? Mais des raisonnements comme ça tordus. Et quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut pour changer les choses, malheureusement, dans l'état actuel des choses... Comment atterrir en douceur? Moi, j'avoue que je suis pessimiste. On ne va pas atterrir en douceur. Parce que quand même l'idée de consensus... Bon, évidemment, pour toute grande question d'intérêt national, le consensus est souhaitable. Mais là, moi je me dis, est-ce qu'il est indispensable? Parce que nous savons où va nous mener le consensus. Le consensus veut dire quoi? Le consensus à la congolaise. Les conciliabules sans fin. On s'enferme, dialogue, et puis après on partage le gâteau. On sait bien parce qu'on a des amis dans l'hémicycle. Qu'est-ce qui les préoccupe? Comment vont-ils financer leurs élections? C'est ça le souci. Donc il faut que... on négocie, comme ça, j'aurai un poste dans le prochain gouvernement, dans les prochains mandataires, et je pourrai financer mes élections. C'est ça la vérité. Et c'est là où je suis pessimiste. On n'aboutira pas en beauté, M. Kalonda. Ça sera encore une fois le désordre dont vous parlez. Vous voulez qu'on aborde tout à l'heure le désordre de la Congolaise. Je regrette, ça ne va pas changer les choses. La seule chose que j'ai célébrée dans cette discussion, c'est qu'on ait éliminé le seuil. Parce que je me disais, mais
Bon sang, donc personne n'avait réalisé ça, que le seuil est même anticonstitutionnel. Parce que la Constitution, article 101, dit bien que tout Congolais, vous pouvez vous présenter aux élections en tant qu'indépendant. Mais le seuil, c'est bien, ça exclut l'indépendance. Et ça, vraiment, c'est une disposition qui vraiment mine les chances des femmes d'être candidates. Ok. Alors, Madame Mambongo, les quoi qu'elle a, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une porte de sortie? Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la question. Les quoi qu'il y en a, et ce quoi est voulu, ce quoi est entretenu par les personnes dont nous croyons qu'eux allaient changer les choses. Et nous voyons, malheureusement, ils ne veulent pas élaguer ces mauvaises pratiques parce qu'ils savent que leur survie en dépend. Et alors, notre vœu est que la loi électorale, comme a dit quelqu'un autour de la table, une loi doit être impersonnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas tailler une loi en fonction d'un parti politique, en fonction d'un individu. Donc, on fait une loi simplement pour plaire à quelqu'un. Donc, nous devons transcender ce genre de comportement. Donc, si nous ne voulons pas de consensus, soit disant que le consensus va retarder. Nous avons vu à l'époque, aux élections de 2018, nous avons eu même à glisser pendant 2 ans parce que l'opposition de l'époque qui est au pouvoir aujourd'hui exigeait aussi ce genre de dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des soupçons. Alors nous sommes aujourd'hui dans un autre cycle. Évitons des soupçons. On évitera des soupçons simplement si nous avons une loi impersonnelle. On dit, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des suppléants, épouses, tantes, cousins. Élaguer tout ça. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi les députés ont peur d'élaguer cette disposition? Pourquoi ils ont peur d'élaguer le seuil? Pourquoi ils ont peur de faire ceci, cela? De la corruption. Qu'est-ce que ça cache? Si vous postulez, présentez-vous à la population, parlez de votre projet. Lorsqu'on interdit, ne donnez pas des t-shirts, ne donnez pas des pagnes. Malheureusement, cette pratique s'enracine. Vous faites une matinée politique, vous appelez les femmes et que vous ne donnez pas de pagne, ou à la campagne, vous ne donnez pas de pagne, vous n'avez pas la chance d'être élu. C'est une mauvaise pratique qui est aujourd'hui enracinée. Mais nous devons nous départir de ça. Donc, ce sont des choses que les députés doivent élaguer pour que nous ayons une loi impersonnelle. Et le consensus n'aura pas sa raison d'être. Aujourd'hui, pourquoi l'autre, elle, existe ce consensus? Parce qu'on voit que c'est une loi qui ne protège pas tout le monde. Cette loi est taillée sur mesure pour que ceux qui sont aujourd'hui reviennent encore en 2023. Donc, on doit écarter le doute, on doit écarter les suspicions. Les députés nationaux doivent avoir, comme a dit M. Gandhi, un peu de patriotisme, accepter qu'en 2023, il peut aussi perdre. Il peut aussi perdre les élections. Il n'aura pas cette occasion d'avoir son épouse comme suppléant ou son fils comme suppléant. Parce que c'est la population qui va trancher, au fait. Parce que vous pouvez beau tricher dans la loi, mais c'est la population qui a le dernier mot. D'où il faut une loi impersonnelle, une loi qui ne désavantage pas les uns ou privilégie les autres, mais une loi qui protège tout le monde, et les indépendants, et ceux qui sont dans les partis politiques, qu'on les laisse compétir et que le meilleur gagne. Monsieur Lokaka, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une voie de sortie pour que nos élus puissent arriver à trouver un compromis concernant les innovations qu'il faut apporter? Je vous remercie sincèrement. Moi, je médite une justice distributive en RDC. Et nous pouvons aller plus loin, parce que la loi électorale actuelle poserait des problèmes à une dimension sociale et éthique, aussi morale. Parce que les gens pensent résoudre les questions de la sécurité sociale dans la loi électorale. Parce que ils ne réfléchissent pas la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Après le travail, comment serait gérée
ma famille, c'est-à-dire le logement. Et il n'a jamais changé. Toutes ces questions de santé, de sécurité, de logement ont des réponses dans la loi électorale. Nos parlementaires, le rôle et les missions assignées doivent dépasser leur vie personnelle pour amener les projets de loi au caractère impersonnel et général. Alors, moi je me pose la question de ce projet, s'il y avait opportunité, s'il y avait urgence. La révision? Oui, il y avait opportunité et urgence. C'est urgent. Alors, il faut une éthique déontologique pour nos parlementaires. Ils doivent veiller au projet de loi à l'intérêt général. À l'intérêt général. Alors, et au bon sens. Le travail de G13, ce n'était pas un travail d'intérêt général? Des us parlementaires, un groupe de parlementaires, généralement, sous d'autres cieux, je ne sais pas ici où je m'abuse, ont toujours une tendance, quel est un mot anglais, souvent utilisé, on appelle de lobbying. C'est-à-dire qu'il y a toujours un groupe de gens, de Mme Makombo et de Kitoko, qui sont là pour financer moyennant l'intérêt. Et donc, ils ne sont pas au service aussi du peuple, généralement. Quand ils proposent un projet de loi, il y a toujours un groupe de gens qui financent ces gens pour atteindre des objectifs assignés. Alors, dans ce cas, les normaux peuvent bloquer ou alimenter leur projet. Mais ils appartiennent toujours à un groupe qui attendent un cahier de charge et qui pensent que ce que eux veulent, parce qu'ils pensent à un groupe de dirigeants qui peuvent atteindre ces objectifs. Selon le CACA, les normaux sont ceux qui veulent les changements ou ceux qui refusent les changements? Qui sont normaux entre ces deux groupes qui refusent les changements et ceux qui veulent les changements? C'est comme l'a dit mon frère de la société civile. Les normaux congolais seraient les gens qui ont le patriotisme rénovateur. La défense des intérêts de nos aïeux, des valeurs pour bâtir un Congo fort. D'accord. Alors, monsieur Kapangana, c'est un débat qui continue au Parlement. Vous avez quelques idées qui feraient que nos députés puissent trouver quand même une solution pour que nous puissions avoir une loi impersonnelle. À la lumière de tout ce que les amis viennent de dire, ça devient difficile. Ça devient difficile de pouvoir penser à une loi qui met tout le monde d'accord. En fait, chacun a décrié que la loi actuelle devait corriger tout ce qu'on a déploré en 2018, les dernières élections. Les G13 s'est efforcé, et c'est comme ça que mon ami de la société civile dit à 80%, nous étions d'accord avec eux, mais là aussi, quelque part, c'est des politiciens, à un moment donné, bon, ils nous ont refusé un certain nombre de choses. Donc, c'était tout à fait indiqué qu'il fallait corriger. Et puis, on a acté deux choses. Consensus et non pas majorité, minorité. Tout simplement parce qu'on sait que si on s'en va à la majorité, tout ça, tout le monde sait, les gens qui sont allés à l'Union sacrée, chacun avait une promesse. Vous les écoutez tous les jours. Nous voulons donner, nous voulons faire passer, nous voulons donner la majorité. Chacun a ça. Et leur logique est tout à fait liée à ce que, pourquoi ils sont allés là-bas. Alors maintenant, moi je me dis, si on... Mais quelle est la différence? Parce que hier, on avait dit, non, la majorité est en train d'aller toute seule, elle ne veut pas regarder la minorité qui est dehors, tout ça. Et c'est toujours autour de la loi, il y a des gens qui sont morts, tout. Mais on dirait que c'est pratiquement
On recommence. On a repris la même chose. En oubliant les salles de Donc Saint-Paul et Saint-Jean, c'est la même chose. Donc on est revenu, non, maintenant, les chiens à bois, caravane passe. Donc j'ai l'impression que c'est quand même... Parce que moi je me dis, le consensus, s'il y a des gens qui devaient grandir avec le consensus, c'est les Congolais. Parce que moi je vous dis qu'en 60, le miracle du consensus a fait que le Congo soit quand même quelque chose à célébrer. Un premier ministre comme Lumumba gagne des élections et la force du consensus fait que la minorité, le président Kassavou devient président de la République. Au lieu de... Bien sûr, les sorciers sont venus par la suite pour pouvoir déranger tout ce qu'on peut déranger. Oui, les tireurs de ficelle. Les tireurs de ficelle. Mais nous-mêmes, on devait dire, si on bâtissait sur ça. Parce qu'en fait, il ne faut pas l'oublier que le drame congolais, c'est le fait de ne pas construire sur nos forces. Quelque chose qui nous a rendus forts, on y reste et on avance. Non. C'est ça le drame congolais. On reprend toujours à zéro alors que nous avions eu des avancées. Une autre avancée, il faut quand même le dire. On a parlé ici de changement politique, enfin, le passage en douceur, l'alternance, oui. Célébré à travers le monde, mais revenez au Congo, là où on a produit ces miracles-là, ce n'est même pas célébré. Donc au Congo, on ne célèbre même plus ça. Par contre, on crache sur ça. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer avec des comportements comme ceux-là? C'est quand même malheureux. Quand on voit le niveau actuel, avec tous les intellectuels que nous avons, par rapport aux politiciens de 60, on donne encore beaucoup de points aux politiciens de 60 par rapport à nous. Avec tous les diplômes que vous avez et que vous versez là-bas au niveau du Sénat, même ceux qu'on est en train de prendre quand on est là-bas au Sénat. Ce qui est paradoxal, c'est que nous voulons les changements. Nous tous, nous parlons du changement, mais on ne veut pas changer. C'est compliqué. Chers honorables députés, vous avez la grande tâche de nous donner de lois impersonnelles. Vous avez le pouvoir de vous entendre pour l'intérêt de la nation. Alors, M. Lokaka. Je suis en train de méditer dans mon pays qui sont autochtones, c'est-à-dire plus de 450 tribus. Il y a le peuple bantou, et nous avons des Soudanais, entre guillemets les Nilotiques, des sémi-bantous, et le peuple qu'on qualifie pygmée, ce qu'on appelle les Batoua. Cette loi qui qualifierait les Batoua, entre guillemets, va mettre un désordre organisé en RDC, où les Batoua qualifiés pygmées vont te dire cette terre nous appartient. Moi, mon intervention porte sur qui serait autochtone et qui ne le serait pas. Si on fait une loi pour que le Batoua, c'est-à-dire devienne autochtone, alors le Muntu, le Bantou, c'est cette connotation qu'on qualifie que les Batoua seraient les peuples autochtones, en laissant les Bantous qui viennent d'ailleurs. Alors, dans ce cas, et ça c'est la problématique des Nations Unies, ils vont dire que vous les Muntu, vous n'êtes pas autochtones. C'est ça, l'incidence est dans cette connotation en termes de mots. C'est-à-dire, on veut déclarer solennellement que les Batoua, qualifiés des pygmées, ils sont autochtones. Les Bantous, ils ne seraient pas autochtones, et comme conséquence de l'avenir. Merci beaucoup. J'avoue que je n'ai pas lu toutes les dispositions de la loi. J'ai lu des commentaires sur la loi, mais c'était une loi qui était attendue. Au niveau des organisations internationales, par exemple aux Nations Unies, il y a vraiment tout un discussion depuis des années. Il y a des divisions qui s'occupent sur les droits des autochtones. Et moi, je vois que la première des
des questions que cette loi va pouvoir régler, c'est promouvoir l'inclusion, promouvoir l'intégration de ce qu'on appelle les populations autochtones et nous autres, et préserver les droits. Quand on regarde les peuples dans tous les pays du monde où il y a ce qu'on dit population autochtone, ce qu'on a toujours déploré, c'est que ceux qui viennent après, qui ne sont pas les premiers, comme on dit, occupants, ne reconnaissent pas à ces autochtones des droits fondamentaux, des droits essentiels, hein, des droits en termes de liberté, des droits en termes surtout des droits sociaux, des droits civiques. Et moi, c'est dans ce sens-là que je vois que c'est une avancée. Ça va permettre vraiment une intégration, ça va pouvoir renforcer la cohésion nationale. Mais alors, Michel, vous vouliez dire que cette loi vient régler un problème qui se pose encore chez nous, par exemple? Non. J'ai l'impression que nous sortons d'un contexte qui consiste à bâtir une nation. Si nous voulons bâtir une nation, nous devons éviter ce genre de petites divisions ici et là. Ces directives des Nations Unies étaient arrivées, notamment lorsqu'il y avait les questions, par exemple, des aborigènes d'Australie, qui étaient malmenés par l'ensemble de ceux qui dirigent l'Australie aujourd'hui. Par exemple, par les Indiens de l'Amérique, qui eux aussi étaient malmenés, ainsi de suite. Mais chez nous ici, ramener ce genre de directives dans notre pays ici, nous reconnaissons que ça n'a rien à voir avec ce que Lokaka dit, semi-bantou, les enseignements reçus du système occidental qui consistait à dire que vous êtes bantou, l'autre il est nilotique, ainsi de suite. Non, falacha ou ne sais pas quoi là, pour justifier les raisons pour lesquelles. Vous voyez, dans notre pays, vous allez voir, hein, il y a même de Moulouba de Batete là, on vous dit, celui-là, il a la forme d'un Rwandais. Tout ça, c'est parce qu'on a mis dans la tête ces genres de significations. Déjà, si vous êtes élancé, vous êtes comme ça peut être ceci ou cela. Évitons ce genre de choses. Moi, je pense que dans notre pays, ce qu'il faut faire, ce n'est pas l'intégration de ces gens-là. C'est nous qui devons comprendre les spécificités que nous avons, mais non pas au travers de lois, mais au travers d'un mécanisme social. Par exemple, le pygmée qui sont à l'Équateur ne se trouve pas chez nous au Sankourou. Le pygmée ou les Tois qui sont à l'est du pays, qui en même temps ont une famille jusqu'au Rwanda, il n'y a personne qui les empêche un droit social. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit pouvoir faire? Les imposer des directives alors qu'ils sont chez eux, ou bien leur mode de vie demande ça. Au-delà des pygmées, laissez-moi vous dire que vous avez par exemple les kitawalistes qui sont à l'Équateur, qui ne veulent pas voir ceux qui sont au contact avec le système occidental, qui le refusent. Ils ont leur façon de vivre et ils ne veulent pas s'immiscer. Ils ne sont ni pygmées, ils sont comme Bantou, comme Lokaka dit ici, mais qui ne veulent pas participer même à la forme de gestion électorale conçue par le pays, notre système ici. Donc moi je pense que la meilleure façon, ce n'est pas regarder, épingler ce genre de spécificités, puisque ça va créer des incidents de temps à temps. Mais regarder en termes de chaque coin, là où il se pose ces problèmes-là, comment les résoudre. Est-ce qu'ils se sentent exclus ou est-ce qu'ils se sentent reconnus comme tels? Okay. À mon avis, je ne connais pas une seule loi, une seule règle ici qui rejette par exemple les pygmées. Au contraire, nous, on nous a enseigné depuis l'histoire que ce sont les premiers occupants de ce pays et nous le respectons comme tel, avec leur système et leur mode de vie. D'accord. Alors, Carlos, une minute. Hein. C'est une question qui touche les droits de l'homme. Oui. Je crois que... Oui. Non, une minute, nous avons le temps. Ah, ok, merci. Nous n'avons pas le temps. Donc, l'avantage de cette loi, c'est que il est vrai que ça protège une catégorie des Congolais qui sont les pygmées. Il y a dans certaines provinces comme à Inongo, à l'Équateur, où les pygmées sont vraiment marginalisés par les Bantous. Ça, c'est une vérité. Et aussi, il fallait qu'il y ait, s'il faut, forme de discrimination positive pour la promotion de cette catégorie des Congolais à aller à l'école et accéder à tout. Mais la question souvent que nous on se pose, c'est aussi, là j'ai réfléchi aussi, maintenant, j'ai fait maintenant l'analyse. Est-ce que nous qui avons la Bible et l'école de blanc, nous sommes cultivés, nous sommes moraux
que les pygmées qui sont restés conservateurs. Parfois, moi, je dis non. Je n'ai jamais vu les pygmées violer les femmes. Pourtant, les femmes pygmées sont quasi habillées. Donc, nous qui croyons être cultivés ou modernisés, nous n'avons pas de leçons à donner à nos frères pygmées qui sont restés comme ça. Mais là où la loi n'a pas vraiment touché des questions du droit international environnemental, qui donne la fenêtre pour la protection des populations riveraines, pas autochtones, c'est ça le concept vraiment qui est utilisé en droit international de l'environnement. C'est quoi? Ça favorise les chercheurs blancs dans des recherches médicinales des plantes, parce que ce sont les pygmées qui les aident dans cette recherche. Mais de l'autre côté aussi, ça protège toutes les populations riveraines, c'est-à-dire des populations autochtones partout, sur l'exploitation par exemple de leurs forêts. Vous pouvez être bantou, nilotique, soudanais, mais cette loi devrait protéger toute population riveraine. Parce que la forêt n'a pas la même compréhension que chez Blanc. La forêt pour les bantous, c'est les lieux de culte. La forêt, c'est les lieux, c'est la pharmacie. La forêt, c'est là où on garde les gibiers qu'on va abattre un jour. La forêt, c'est la ferme ou c'est la plantation. Donc, la forêt est tout pour la population riveraine. Voilà ce que je pouvais dire. D'accord. Mais ce qui est curieux, moi je ne sais pas si nous maîtrisons bien les dossiers, parce que les pygmées, moi je dirais qu'ils sont plus civilisés que nous. Moi je pense, ils sont plus civilisés que nous, parce qu'ils ont opté pour leur vie. Ils ont opté pour leur vie. J'ai été dans 3 ou 4 foyers de pygmées, mais ils ont une façon de vivre qui nous dépasse de très loin. Évidemment. Ils sont disciplinés d'abord. Évidemment. Disciplinés. Ils sont travailleurs. Oui, oui. Non violents. Ils sont travailleurs. Oui. Ils travaillent mieux que nous. Si vous leur demandez de vous couper un champ sur de grandes étendues, ils vont le faire en moins d'une semaine. Solidaire. Et ils ne réclament pas grand-chose. Ils ne réclament pas grand-chose. Ils sont solidaires. Ils ne volent pas. Il n'y a pas de voleurs parmi les pygmées. Il n'y a pas de voleurs. Mais nous les discriminons. Un chef pygmée n'exploite pas les sujets. Alors, maintenant, le problème est que nous voulons qu'ils fassent ce que nous sommes. Voilà. Une erreur. Ça, c'est violer aussi leur liberté. Ça devient compliqué. Hein. Pour moi, ça devient compliqué. On devait trouver un juste milieu. On devait trouver le juste milieu. On devait trouver le juste milieu. D'aller à l'école. Voilà. Passons à autre chose. Nous disions que nous sommes un pays pauvre. Très pauvre. Mais malgré la pauvreté, le pouvoir fait quand même un effort de commander du matériel qui nous coûte très cher, qui dépasse parfois les moyens. Mais quand ce matériel arrive ici, ce matériel est abandonné, inutile. À quoi se peut attribuer ces comportements-là que nous affichons? Michel Kitoko, toi qui viens de ces pays-là où on commande le matériel, quand ça arrive chez nous, tu es parti là, tu es revenu. Tu n'as pas peur de voir ce que nous faisons de ces matériels que nous commandons? L'élément. Bon, non seulement ça, Noël, mais j'ai honte. J'ai honte de moi-même pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce matériel, bien que commandé, vous savez que le produit brut de notre pays, on a pris le produit brut ici, on a amené, on a transformé, et le devise de notre pays, l'argent des contribuables congolais, de la souffrance de toute une nation, va sortir encore du Congo et aller acheter nos produits bruts et ramener au Congo pour être empadonnés de cette manière-là. Ça, c'est la première honte. Deuxièmement, si nous avions une politique tendant à comprendre que nous avons tout ici dans notre pays et qu'on n'a même pas besoin de commander des matériels, ce jour-là, les génies créateurs congolais
allait mettre au service du peuple congolais sa propre science, notamment la transformation de ce que nous avons comme matière première. Je suis étonné qu'au Congo, nous continuons toujours au XXIe siècle, jusqu'à maintenant, à commander du ciment à l'extérieur, alors que nous avons des gisements qui peuvent être opérationnels ici. Et même la question de route, je suis encore étonné de voir que nous continuons toujours à faire venir les Indiens, les Libanais, le ceci, pour faire ne serait-ce que les moindres portions de la route, alors que nous avons des génies congolais ici dans notre pays. Donc là, ça nous interpelle. Parce que c'est l'argent, la souffrance de toute une nation. Vous savez, moi, là où ça me fait encore mal, moi, mon père, quand j'étais encore jeune, mon père m'a dit que l'argent des contribuables congolais est sacré. J'avais retenu ça comme écrit sur marbre dans ma tête. Ça a résonné. J'avais 7 ans. Il était responsable de la situation sanitaire du Kasaï. C'est lui, parce qu'en tant que médecin, on le mutait partout. Moi, si j'ai connu la plupart des provinces du pays, c'est par l'imitation de mon père. Mais un jour, on envoie de matelas dans un hôpital qu'on a ouvert, et ma mère a dit que est-ce que nous pouvons nous servir de quelques 2 matelas? Il y avait plus de 550 matelas. Papa a dit, un seul matelas pris chez moi, je ferai 20 ans de prison. Parce que c'est sacré, c'est pour la nation. J'avais gardé ça dans ma tête. D'abord, la notion selon laquelle c'est l'argent des contribuables congolais, la souffrance de toute une nation. C'est sacré, c'est sorti de sa bouche. Et jusqu'à aujourd'hui, j'évolue avec ça, avec cet enseignement. Paix à son âme. Mais lorsque je vois que l'argent des contribuables congolais, la souffrance de toute une nation, finit à l'abandon de cette manière-là, non seulement que ce sont nos richesses à nous, qui ont été puisées ici par soi-disant des prédateurs qui sont venus puiser nos richesses ici et ramener là-bas, mais les devises de notre pays sortent encore et acheter ça. Ce sont des câbles en cuivre. Hein? Alors, le cuivre, c'est notre produit. Alors, je voulais chuter en disant que si nous avions aussi une politique tendant à éclairer notre pays, moi je ne crois plus à la politique de Inga, Noël, je ne crois plus. Les nations qui se respectent aujourd'hui, nous avons plus de rivières. C'est un pays qui a plus de rivières au monde, le Congo que vous voyez ici. On aurait eu des petits micro-barrages. Vous savez, en comparaison avec le Brésil, un petit micro-barrage, 1 200 000 $. Est-ce que le Congo vraiment manque pour équiper les micro-barrages dans chaque territoire? S'il y avait une politique tendant à donner de l'électricité au peuple congolais, on aurait eu 154 territoires, 154 micro-barrages, parce qu'on ne manque pas 1 200 000 $ par micro-barrage. 1 million. 1 200 000 $. Ce que je vous dis là, c'est vrai, au Brésil. Est-ce que nous manquons cet argent? Mais 500 millions pour l'enrôlement de ces... Est-ce que nous manquons cet argent pour éclairer notre pays? Tout dépend de la vision que nous avons pour transformer notre pays. Ok, je termine, Noël. Le câble ici, si vous prenez l'industrie qui transforme le câble, encore au Brésil, vous prenez l'industrie, ça coûte 27 millions de $ seulement. 27 millions, vous avez l'industrie qui prend nos cuivres ici, le transformer et le mettre sur le marché made in Congo. Au lieu que les commerçants aillent acheter le câble à 8 000, 20 000 km et le ramener au Congo. Les devises sortent, le produit brut sort, ainsi de suite. Tout dépend de la vision que nous avons de notre pays. Et vous verrez que nous pouvons transformer tout ici dans notre pays et faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière, comme il disait Lumumba. Oui. Alors, Kapangana, l'homme de terrain, qu'est-ce que vous direz de ces images, l'abandon de ce que les trésors sortent difficilement dans un pays qui n'a pas encore atteint les niveaux de société de consommation? On en a parlé la fois passée, quand je pense que c'était la première découverte qu'on avait vue là, de gens qui... de caisses, de tout ça. Et voilà encore, même des véhicules, tout neufs, abandonnés, parce que des véhicules qui devaient servir pour pouvoir... Donc, c'est quand même un problème. Moi, je dis, bon, pour un pays pauvre,
Mais notre pauvreté, si elle s'arrêtait seulement sur le plan matériel, ça va. Mais ici, c'est même la pauvreté politique. La pauvreté politique, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est une pauvreté politique. Nous avons donc la pauvreté politique, la pauvreté administrative, parce que l'argent de l'État est sorti de quelque part pour acheter ces matériels. Et il n'y a pas de suivi pour savoir que l'argent était sorti et qu'est-ce qu'on en a fait. 2 ans après, personne ne pose la question, l'argent qu'on avait... Donc, oui, on dit que c'est le programme de 100 jours. En fait, c'est le gouvernement qui sont partis. C'est comme je vous ai dit que chez nous, la continuité de l'État pratiquement n'existe pas. Moi, je peux comprendre sur si on prend ce postulat-là que la continuité de l'État n'existe pas, pour dire que comme c'est le gouvernement qui est passé, qui a acheté ça, ceux qui sont venus, parce qu'ils n'ont qu'une année, et ces matériels-là, on dit que c'est depuis 2 ans qu'ils sont là. D'autres même, les premiers là, c'était 2019. Donc, ça veut dire que si quelque part, ceux qui les avaient achetés à cette époque-là, qui sont dehors, pouvaient même s'arranger pour pouvoir les déplacer, les changer, tout ça, parce qu'il n'y a pas la continuité de l'État. Parce que quelqu'un qui entre dans un ministère et qui sait que dans ce ministère, on avait sorti de l'argent pour acheter autant de matériel, mais on doit quand même essayer de savoir, faire le tracé pour savoir où est-ce que c'est parti. Comment on peut, dans une parcelle à Kanluka, garder du matériel de telle valeur pendant 2 ans. L'herbe va pousser là-dedans. Oui, mais l'herbe va pousser parce que vous avez vu les choses en train de soulever même l'herbe pour pouvoir vous montrer ce qui est en dessous. Donc là, je me dis que c'est une sorte de pauvreté politique ou administrative. Dans une capitale où l'électricité, quand il n'y a pas d'électricité, c'est normal. Quand il y a l'électricité, c'est anormal. Et on a du matériel de ce genre qui pourrit. Tu dis quoi? Non, moi je dis globalement. Ce que vous voyez pour le matériel là, moi je le vois aussi au niveau de nos populations. Il y a un pan entier des territoires abandonnés. Il y a un pan entier de nos populations abandonnées où il n'y a aucune administration. Nos populations ne sont pas suivies sur le plan médical, ils ne sont pas suivies sur le plan de l'enseignement, de l'éducation, etc. C'est un problème global, mais nous nous focalisons sur ça. C'est important pour alerter, pour savoir qui nous gouverne, comment est-ce qu'on nous gouverne. Avec ça, on veut que ce pays demain devienne un pays développé ou qui décolle. On ne peut pas décoller dans ce genre d'agissement. Si nous avons eu un minimum de ce que nous voyons aujourd'hui ici ou là, ce n'est pas le fait de la gouvernance congolaise, c'est le fait de la colonisation. Et le peu que même les colonisateurs ont laissé, on a détruit. Et si ça existe encore, un pan des coins ou recoins où il y a une vie sociale, etc., c'est du fait des citoyens, des individus, des groupes d'individus. Mais si on attend sur l'administration, ce pays, en fait, n'existerait même pas. On dit déjà que l'État n'existait pas. Mais le pays lui-même aurait disparu au-delà de l'État. Ok. Lokaka, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion avec ce que nous vivons là? Je vous remercie, mais Gadi, l'État existe. Quand tu dis l'État n'existe pas, il n'est pas là, non. L'État existe, il y a des faiblesses au niveau des animateurs. Hein. L'État congolais existe. Hein. Il a un problème d'un virus de somnolence, généralement. Mais l'État existe. L'État existe quand... Il existe, mais il faut une immunologie. Une immunologie, il faut une thérapeutique, que disait quelqu'un sur le mal zaïrois. À l'époque, nous pouvons répéter ça sur le mal congolais. Alors il faut une thérapeutique, parce que les anticorps seraient faibles, alors il faut renforcer. L'État existe. Mais il y a une leçon. Qui serait le fonctionnel dirigeant pour ce matériel au niveau de l'État? Si le matériel aurait été acheté par les membres du gouvernement central, du cabinet sortant, par exemple, parce qu'il n'y a pas continuité, comme l'a dit les autres, mais subitement, ça se retrouve stocké à Kinshasa. Le rôle du gouverneur de la ville de Kinshasa, si ça serait pour l'État, alors la SNEL aussi serait une société
commercial, si je ne m'abuse pas. Et donc ça n'a pas sa connotation de l'époque en termes étatiques. Il y a un problème. Parce que la nature juridique de la société dite SNEL Régie des eaux poserait encore de problèmes si c'est une société étatique. Comment faire face aux achats de cette société et des marchés? Donc, il faut vraiment bien approfondir ce genre d'analyse. Ce genre de situation, M. Rokaka, nous les vivons dans la capitale d'abord. La capitale, si tu vas à Bokangalon, tu vas trouver du matériel que l'État a stocké là-bas, en train de pourrir. Si tu vas à Kakobola, à Kikwit, donc vers Gungu, tu vas trouver du matériel que l'État a acheté, en train de pourrir. Tu vas à Kananga, donc Site Katende, tu trouves du matériel pourri, et les gens, certaines choses, les villageois ont pris ça pour aller faire... Pour l'agriculture, donc, c'est pas possible. Oui, Madame Ambongo. Merci beaucoup, M. Noël. Lorsque nous examinons toutes ces images et nous suivons les commentaires, moi, je résume tout ça en un mot. C'est simplement le manque de la sanction. On ne sanctionne pas ce genre de comportement. Nous sommes en programme avec le FMI. Et le FMI a interpellé notre gouvernement à ce qu'on puisse veiller sur la qualité de la dépense. Lorsqu'on dépense, on dépense parce qu'il y a un besoin à combler. Et lorsque le gouvernement a acheté ce que nous voyons là, c'est parce que nous avons un besoin criant en électricité. Vous venez de dire tout à l'heure que vous avez fait une semaine sans électricité. Mais vous et ça continue, même quand je quitte ici, je vais rentrer dans le noir chez moi. Oui, donc il y a un besoin en électricité et tous ces matériels devaient servir à augmenter la desserte en électricité, surtout ici à Kinshasa. Ne parlons même pas de l'intérieur du pays, parce que c'est catastrophique là-bas. Les délestages, nous en avons marre. Et voilà, le matériel chôme. Alors il y a des personnes qu'on doit interpeller. Ça se gâte. Ça gâte. Et il y a l'herbe qui pousse dessus. Mais il y a des personnes qu'on doit interpeller. Nous vivons dans la ville ici. Quand il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on fait, madame? On nous demande de cotiser. Mais il y a des câbles qui chôment là-bas. Il y a des câbles qui chôment. Mais non. Qu'est-ce qui se passe, au fait? Des kilomètres. Il faut interpeller. D'abord, c'est le DG de la SNEL qu'on doit interpeller. Il doit nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa. Comment une parcelle peut détenir ce genre de câble pendant longtemps? Et troisièmement, le ministre chargé de l'énergie, il doit nous fournir des explications. Mais on n'est pas dans une jungle quand même. Et le service des renseignements, des sécurités, ça fait quoi? Ça devait servir à quelque chose. Mais ils ont ça les locaux. Mais on est où là? Et nous sommes dans un pays où on ne sanctionne pas. Le chef de l'État va au Kasaï, il a souffert là-bas pour aller d'un coin à l'autre. Il dit, voilà, quand je rentre ici, il y aura des sanctions. On ne sanctionne pas. Il y a des détournements à ciel ouvert. On ne sanctionne pas. Mais on est où? Simplement, c'est la culture, le manque de sanctions. On n'a pas cette culture. On ne sanctionne pas au Congo. Okay. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Demain, on verra des enfants abandonnés comme ça. On ne va pas sanctionner. D'accord. Madame Angèle, on peut terminer là-dessus? Oui, rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit autour de la table, surtout par Madame Ambongo, la question de sanctions. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, je me pose la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a des séances de remise-reprise entre les autorités ici? Qu'est-ce qui se remettent et qu'est-ce qui reprennent? Parce que, bon, moi, mon expérience dans le monde du travail, chaque fois que j'ai eu à changer de division, à diriger une autre division, dans mes remises-reprises, laissez-moi vous dire que dans mes dossiers, il y avait listé exactement tout ce qui est pendant, hein, tout ce qu'il y a à faire, qui reste à faire, où on est. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Deuxième question, je m'interroge seulement en tant que citoyenne. J'ai plusieurs casquettes, moi. Je suis là autour de vous en tant que dirigeante de parti politique, mais je gère aussi un centre médical à Yolo Sud. Laissez-moi vous dire que régulièrement, on est harcelé, hein,
par service environnement, économie, affaires sociales, la CNSS, etc. Et chaque fois qu'ils viennent voir, justement, vous savez pourquoi, avec des ordres de mission, on doit leur donner quelque chose, soit, ça je passe là-dessus. Mais ils rentrent dans l'enceinte de notre centre médical. Ils voient ce qu'ils voient. Donc je me dis, nous, unité là, hein, qui justement a pour mission, une mission sociale de procurer des soins de santé de base à moindre coût à une population défavorisée dans la zone de Yolo et les alentours. On est inspecté régulièrement, ils font le tour du propriétaire pour dire ah ceci, cela. Mais comment ça? Ça, ils ne voient pas. Hein? Ils passent, ils ne voient pas. Et c'est là où je m'interroge, en tout cas je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas sabotage finalement? Est-ce qu'il n'y a pas sabotage? Puisque vous me dites, on voit ça au Kassa et on voit ça dans le Bandundu, on voit ça. Il n'y a pas sabotage? Il y a de quoi se poser des questions quand même. Oui, il y a de quoi se poser des questions. Et en tout cas, j'espère qu'après cette émission, il y aura du remue-ménage et puis on va interpeller les personnes concernées. Mais nous avons l'inconscience qui dépasse tout entendement. Oui, oui. Il faut une thérapie comme de la Monsieur Carlos, est-ce qu'il y a moyen qu'on change de sujet? Ok. Voilà. Nous disions que Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, pour dire que c'était une ville prestigieuse, vous savez que c'était d'abord Léopoldville, et puis Lipopo, et puis Kinmalebo, et puis Kinshasa, parce que c'était un centre très rayonnant et très respecté. Les musiciens étrangers chantaient Kinshasa comme si c'était le paradis. Manu Libango, par exemple, dit de Limeta à Kalina, de Kinshasa en ville, on chante les twists. Il y a une très belle chanson d'un Camerounais, Kinshasa, qui est fonctionnaire, qui était fonctionnaire à l'UNESCO. Alors, vous avez un voisin qui dit Poto Poto Mokamounen, Poto Poto, c'est Brazzaville. Kinshasa Poto Mouindo. Donc, lui est Brazzavillois. Il dit chez eux, c'est Mokamounen. Mais Kinshasa, c'est Poto Mouindo. Alors, aujourd'hui, d'où vient que Kinshasa descende de si bas que ça? Monsieur Carlos. Ah, ok. Il faut d'abord reconnaître que il faut contextualiser les choses. C'est que la plupart des gens qui chantaient à l'époque Kinshasa, ils faisaient comparaison de là où ils venaient. Ça, c'est vrai. À l'époque, quand on vient de l'intérieur du pays, on arrive à Léopoldville ou à Kinshasa, c'est peut-être pour la première fois. Manu Libango vient du Cameroun. Mais évidemment, mais jusqu'à présent, c'est lui, un Camerounais, lorsqu'il débarque à Kinshasa, il est émerveillé. Jusqu'en 2018, j'étais avec des amis. J'ai dit... Déjà, excuse-moi. Moi, j'étais en... Aujourd'hui, selon M. Carlos, Kinshasa, c'est une ville qui est encore... Vous ne pouvez pas comparer Kinshasa avec Yaoundé aujourd'hui, ou avec Douala. Ou vous ne pouvez pas comparer Kinshasa avec Kampala. Ce sont des petites villes avec des petits chaussées. Ça, c'est une réalité. Je dis que Kinshasa a des côtés négatifs. C'est d'abord le problème que nous n'avons pas eu de bons fonctionnaires sur le plan d'urbanisation. On a nommé des gens qui ont fait des relations internationales, des mécaniciens comme des secrétaires généraux. Là, ça pose un problème sur le plan de l'urbanisation et habitat. Deuxième chose, le problème de circulation ou des embouteillages montre que nous sommes victimes chaque jour, aux mêmes heures,
Ça, c'est un problème de la police. On peut dire encore que ce qui se passe à l'Est, c'est parce qu'il y a des militaires infiltrés rwandais. Je me dis, la police de Kinshasa, y a-t-il des infiltrés pour ne pas gérer les questions des embouteillages et des criminalités urbaines? Les Koulouna est en train de refaire la surface. Il y a les problèmes d'insalubrité, c'est le problème de l'urbanisation qui crée des problèmes de gestion. Ça, c'est... Mais du côté positif qu'il faut reconnaître, aujourd'hui à Kinshasa, sous Joseph Kabila et Kimbuta, nous avons vu que nous qui venions de l'intérieur, pour envoyer des photos en province, il faut aller se déplacer au Memling, au Grand Hôtel, ou bien devant la galerie présidentielle. Mais aujourd'hui, il y a des immeubles avec des marbres partout, même à Kinkole Place. Vous arrivez à Kinkole Place, aujourd'hui vous dites non. Alors, Kinshasa de Léopoldville, à Kinkole, c'était des huttes. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à Kinkole à Maloko, mais c'est des immeubles qui poussent et des immeubles qui ont des beautés plus que des immeubles des Kalina que les Belges vous ont laissé ici. Non. Oh, mais comment? Bon, vous êtes en Boudi, vous ne pouvez pas comparer des maisons de Boudi avec des maisons de Kalina ici que les Belges nous ont laissé. La chaussée aussi, Kabila a agrandi la chaussée. Donc ça, c'est des côtés positifs. Je crois que si on a de bonnes autorités qui peuvent bien faire les choses peuvent se décanter. Ça, c'est la vision de M. Carlos. Mais, société civile. Société civile. Allons avec méthode. Kinshasa. C'est la capitale de la République démocratique du Congo. Oui. C'est le miroir du Congo. C'est le miroir. Les provinces devaient se référer aux actes bien qui se posent à Kinshasa pour que les provinces puissent imiter et se développer aussi. Mais aujourd'hui, sur le plan du ventre, d'abord. Prenons sur le plan du ventre. Est-ce que vous pensez qu'à Kinshasa, le marché respecte les prix indicatifs? Alors on a pris les marchés, on a caché les marchés. Oui. Oui, je vous remercie. Je crois que l'émission nous renseigne la vie d'une ville. S'il vous plaît, suivons-nous. Oui. Un peu de lumière sur ce qui existe. Et donc, Kinshasa a un problème d'organisation. Et la ville de Kinshasa a un problème de gestion rationnelle. D'abord, nul n'ignore que nous n'avons pas de carte d'identité. Naturellement, le Congo natal, son peuple n'a pas de carte d'identité. Donc, une organisation rationnelle d'une ville qui n'a pas identifié son peuple, je ne pense même pas sa projection. Comment elle peut faire une projection de sa vie? Ça, c'est de 1. La gestion des ressources humaines. Bon. Sur le plan administratif et technique, il y a des problèmes à relever. Parce qu'il faut... les immeubles, ça, c'est naturel. Donc, la ville a un problème urbanistique. Ça, c'est... à l'heure actuelle, Mama Makumbu qui serait aux Nations Unies, ça, je ne suis plus aux Nations Unies depuis... Qui était aux Nations Unies, je m'excuse. Pour parler d'une ville, il faut qu'il y ait des autoroutes, il faut qu'il y ait des trains, l'évacuation de l'air. On ne bâtit pas parce qu'il faut bâtir. Sur le plan architectural, tu vas voir, vous avez des zones où vous avez des immeubles, et puis les autres observent, et puis les tôles. Quand vous êtes dans les avions, tu sais que cette zone, les tôles sont vertes, et l'autre, c'est jaune, rouge. Il y a un problème d'urbanisation. Donc, nos topographes, je n'ai pas fait l'architecture, nos topographes, il y a des zones tectoniques. À l'heure actuelle, avec l'Arctique, il faut monter à 1 mètre. C'est-à-dire, si vous comptez bâtir à Lingwale, à Barumbu, il faut allonger 1 mètre parce qu'il y a augmentation. Donc, on a des problèmes. On n'est pas expert, mais je vous dis qu'il y a des problèmes sérieux. Les chaussées, les trottoirs, il suffit d'observer. Vous venez de Kankokolo,
ce qui était trottoir, c'est barré. Qui peut prendre ça? Il y a des gens plus puissants que l'État. On ne sait même pas le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Qui bâtit dans le domaine privé de l'État et dans le domaine public de l'État? Des espaces verts. Qui vend le domaine public de l'État? Et on vous dit le domaine public de l'État est inaliénable et imprescriptible. Mais vous avez des gangsters, donc des mafiosi, qui entrent même, qui délogent même le domaine public de l'État. C'est dangereux et incidentiel. On a un problème très sérieux sur le plan urbanistique. Alors, à ce qui concerne les ventes des prix, je ne sais pas, moi que je m'abuse, il n'y a pas de nomenclature de prix. Je ne sais pas. Mais pour les transports en commun, c'est l'arrêté du gouverneur. Malheureusement, c'est visé chaque jour par le taximètre. La ville de Kinshasa n'a pas présenté une nomenclature. Alors, 4000, Makoso, nomenclature. C'est ça même le rôle. Donc, il y a un problème de gestion. Bon, je m'excuse quand je dis ça, il va dire Alinga Kangaïté. Donc, généralement, c'est comme ça, mais il y a un problème très sérieux de gestion. Donc, il suffit seulement d'aller dans la commune, d'observer seulement. Parce que pour observer que vous voulez un rendement, il faut voir l'attitude des gens qui travaillent. Alors, fréquenter les communes, nous avons un problème de sérieux. C'est comme ça que je dis, nous avons notre virus de somnolence. Alors, ou soit nous voulons, mais ça va nous rattraper. Parce que le mandat sera renouvelable. En termes démocratiques, c'est une fois renouvelable. Mais après, vous rentrez dans la même situation. Et donc, prenons conscience. Je pense qu'il y a des défis à relever et les autorités peuvent prendre conscience que si nous voulons notre existence, il faut améliorer notre vie quotidienne. Ok. Donc, je disais que nous allions consacrer une bonne partie des émissions sur la capitale. Mais allons secteur par secteur pour que nous puissions bien évaluer ce que nous faisons. Ça signifie que nous sommes dans le ventre maintenant. Le marché. Comment est-ce que vous êtes ménagère aussi? Comment est-ce que vous dites à Kinshasa? Eh bien, déjà, vous dites ventre, oui, mais il faut savoir où est-ce que j'achète ce que je vais mettre dans mon ventre. Et quand vous regardez où on achète, eh bien, il y a l'insalubrité. Incroyable et qui est inacceptable. On se dit, quand on voit toutes ces mamans qui vendent, parce qu'il y a le chômage, tout le monde vend un peu de tout, n'importe où, devant les maisons, ça devient infernal, etc. Dans les rues, par terre, vous vous dites, c'est une ville... Kinshasa, quand vous arrivez à Kinshasa, étranger ou pas, congolais, vous avez l'impression d'un grand désordre entretenu. Donc, il y a ça. Et puis maintenant, ce qui vous frappe, c'est que en dehors de ce désordre des marchés locaux qui sont un peu partout et où il n'y a pas de salubrité, c'est les supermarchés qui poussent comme des champignons. Par exemple, en France, il y a ce qu'on a appelé, tout étudiant de droit a eu à étudier, c'est la fameuse loi Royer, à savoir que il y a un supermarché à tel endroit, il faut un certain nombre de kilomètres avant de voir un autre supermarché. Et je sais pas, voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué ici, eh bien non. Je vais pas les citer pour ne pas faire leur publicité, mais les supermarchés, c'est les uns à côté des autres. Et ça pousse comme des champignons. Et quand vous rentrez dedans, l'impression aussi que ça vous donne, vous dites, mais où est la production congolaise? Les prix, quelqu'un donnait un exemple sur les réseaux sociaux de la mayonnaise qui a augmenté en une semaine, a doublé. D'où la question, est-ce que c'est si compliqué faire de la mayonnaise? Non, moi je sais faire de la mayonnaise. Et pourquoi un Congolais ne se ferait pas financer, etc., commencer à produire de la mayonnaise? Même l'huile de palme a doublé à cause de la guerre. Donc, voilà. Et donc le panier de la ménagère devient de plus en plus étriqué. Et nous, même si vous voulez acheter local, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, essayez d'acheter une mangue
même une mangue ici au Congo et acheter une pomme. Vous achèterez la pomme moins chère que la mangue. Il y a des incohérences, vous vous dites, mais pourquoi tout ça n'est pas réglementé? Pourquoi le consommé congolais, le produisant congolais n'est pas plus valorisé, n'est pas plus protégé? Donc, M. Kalonda, comme vous dites, tout ce qui a trait au ventre, à notre manger quotidien, aussi souffre d'un très très grand désordre. Il y a vraiment urgence à mettre de l'ordre dans tout ça. Ok. Madame Abongo, ménagère, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous pouvez aller au marché et rentrer gaiement. Merci, monsieur Noël. À l'époque, toute petite, je voyais nos parents, quand ils allaient au grand marché, qui n'existe plus aujourd'hui parce que on nous a promis un marché moderne qui tarde à pousser. On voyait nos parents faire des provisions pour un mois. Et aujourd'hui, pour un parent responsable, ça devient difficile. Parce que vous avez un calcul que vous avez fait, et lorsque vous arrivez au marché, vous avez des vertiges, parce que vous voyez ce que vous avez laissé il y a 72 heures, vous venez, c'est un autre prix. Et on se pose la question, pourquoi ça? Il y a souvent des gens qui disent, voilà, c'est la situation de l'Ukraine, il y a hausse généralisée des prix, voilà, nous avons du mal à importer tout ça, tout ça. Mais ça frustre quand même. Et on ne sait pas à quel sens se vouer. Pourquoi cette situation? Est-ce que le contrôle des prix se fait régulièrement? Est-ce que les inspecteurs économiques descendent sur terrain pour contrôler les prix? Parce que quand vous entrez chez les Indo-Pakistanais, vous voyez, ils ont tout le temps le stylo là pour changer les... Mais en fonction de quoi? Qui leur autorise de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas une grille tarifaire, une grille des prix que l'hôtel de ville peut mettre en place et exiger à ses opérateurs économiques de les suivre, de suivre cette grille-là? Ça n'existe pas. Les opérateurs économiques sont comme dans un paradis où ils font ce qu'ils veulent. Les opérateurs économiques ne sont pas contrôlés. Les opérateurs économiques ne sont pas suivis. Et ça, c'est le ministre provincial de l'économie qui devait être en contact avec ces gens-là. Et pourquoi pas le ministre de l'économie aussi. Chercher à ce qu'on puisse réguler les prix de ces articles dont nous avons besoin pour notre survie. Mais non, c'est le libertinage. Et ce libertinage fait en sorte que la population ne se retrouve pas. Donc, c'est un problème d'organisation, un problème aussi de leadership. On ne sent pas que notre gouvernant s'implique sérieusement dans cette affaire. Le gouvernant est ailleurs. C'est son parti politique. C'est Banakin, Banassa, Vignette. Aujourd'hui, maintenant, on parle de la vignette. Donc, le gouvernant, il est ailleurs. Mais concernant le sachet de la ménagère, on ne voit pas comment le ministre s'implique pour que les Quinois et les Quinoises vivent comme ils se doivent. Dans les concerts de Wenge. Mais ils sont dans autre chose. Donc c'est un problème de vision, un problème de leadership, un problème d'objectif. On ne sait pas quel est l'objectif du gouverneur. Donc nous, les Quinois, nous sommes abandonnés. Et aujourd'hui, à Kinshasa, il ne fait pas beau vivre. Madame a planté le décor tout à l'heure. On casse le marché. Aujourd'hui, on vend partout. Même devant des départements, devant des ministères, vous voyez des maléois. Des maléois, s'il vous plaît, monsieur Noël. Et on impute la faute à qui? Parce que le Quinois doit vivre. Vous cassez son milieu naturel, là où il se débrouillait, et maintenant, on prend un terrain de basketball, devient un marché. On voit un espace vert, on transforme cet espace vert. Ça existait. Prenez la place des évolués ici. Mais il faut être sur ses gardes, parce que ça ne sécurise plus. Un espace vert où on devait venir avec son livre et lire. Du reste, le Congolais, il faut se poser la question s'il lit, parce qu'il doit d'abord chercher à manger. Mais un espace qu'on est en train souvent, on met un vaccinodrome, après on voit des mamans qui viennent vendre des pagnes, après on voit une personnalité de ce pays étaler ses tomates. On ne comprend plus rien. Des téléphones. Alors, monsieur l'agronome,
Il semble dépasser. Monsieur l'agronome, quel est le goût que vous avez de ce qui se passe concernant les produits de vente, de notre ventre? Est-ce qu'il y a un prix? Les problèmes, bon, le prix, moi j'ai toujours, en tant qu'agronome et en tant que producteur, fermier, il faut valoriser ce que nos mamans, moi ici à Kinshasa, j'ai toujours jeté des fleurs aux maraîchères. Ces braves dames, donc il faut valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ont quand même une certaine limite. Les mamans qui viennent avec leurs légumes, quand moi je vois ça étalé par terre, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète quand même? Oui, papa, on achète. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui achètent, c'est-à-dire que ces mamans ont une clientèle. Est-ce que c'est à la maman de se battre dans une grande ville comme celle-ci à trouver quel est le meilleur endroit pour pouvoir exposer ses légumes? On devait, là, ça devient maintenant le problème. Mon cheval de bataille, ça devient le problème de gouvernance. Tous ces gens qui étalent par terre, là, quand vous posez la question, il y a des gens qui achètent. C'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin. Maintenant, les infrastructures devaient suivre. Les infrastructures devaient suivre, c'est-à-dire qu'on devait quand même aménager pour les mamans. Au grand marché, il y avait un espace pour des légumes. Quand les mamans prenaient leurs véhicules, enfin les combis, donc il y avait un espace où vous pouviez aller trouver des légumes en grande quantité. Bon, pour le moment, au niveau du marché, là, ça n'existe plus. Mais maintenant, les mamans ont des problèmes sérieux pour pouvoir trouver. Et maintenant, elles sont envahies dans leurs champs pour pouvoir... Elles livrent sur place là-bas. Et puis maintenant, ce sont ceux, les revendeurs, qui remontent. Mais malheureusement, qui ne trouvent pas quel est le cadre convenu. Ce désordre est aussi favorisé par le fait de l'insuffisance de la gouvernance locale au niveau des communes. Ils savent seulement percevoir les... Donc, en fait, oui, il y a quelqu'un qu'on va mettre avec une sacoche et qui va passer pour ramasser les 100 francs. Toi, tu vas là-bas, l'autre va là-bas, tout ça. Mais quand on paye une taxe, c'est pour quand même qu'on puisse se faire offrir un service un jour. Que l'on vienne trouver des étalages là, tout ça un jour. Mais ça ne suit pas. Donc, il n'y a personne qui s'en occupe. Les légumes sont vendus à même les sols, tout ce que vous avez. Donc, c'est tout un... moi, comme vous l'avez défini là, Kinshasa, le désordre sur ce plan-là est tout à fait généralisé. Et on se pose la question, pour le moment, si on fait des examens à des enfants, je pense que 80% on déclare la typhoïde. Oui. Tout simplement parce que vous voyez une terrassée là-bas, les tomates au-dessus, il y a un voyage des mouches qui partent de là et qui rentrent. Donc, il y a tout un désordre. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a moyen de pouvoir organiser ça. Et moi, j'ai toujours appelé à des villes comme Kinshasa qu'on organise des élections locales pour que l'on mette les personnes. Chaque commune, les gens peuvent dire que ce monsieur-là, s'il est là-bas à la tête de notre commune peut peut-être prendre une autre allure. Mais quand c'est des gens qui parachutent comme ça, et puis à un moment donné, il y a la radio de Sakweno, là, c'est quoi? Top Congo avait organisé une série d'émissions au niveau des communes. On l'avait arrêté. Mais on lui a demandé tout simplement d'arrêter. Parce qu'on appelait la population d'une commune pour venir poser des questions à leur... Mais à un moment donné, finalement, il y a même un bourgmestre qui a pété du plomb, qui a dit, mais il faut quand même pas m'acculer comme ça, parce que ce n'est pas vous qui m'avez élu. Moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ici. Donc, je n'ai pas de compte à vous rendre. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, je pense que retarder les élections locales, c'est retarder aussi le développement des entités locales. Parce que depuis, je ne sais pas, 3 cycles maintenant, on s'arrête toujours au niveau de province. Et au niveau provincial, bon, je ne sais pas si vous lisez les édits qui organisent les marchés à ce niveau-là, mais c'est vous dire quand même que même ici à Kinshasa, les édits pour pouvoir organiser le marché, ça devait venir au niveau de
de la députation, enfin, au niveau de l'Assemblée provinciale. Je ne sais pas si c'est produit, c'est où. Donc, il y a un désordre dans ce niveau-là. Et moi, chaque fois que je vois les produits agricoles souffrir comme ça, je me dis, quand est-ce que l'État va s'occuper quand même de nous, un jour, pour que nos produits se présentent quand même d'une certaine façon et aient une certaine valeur. Il y a des supermarchés qui ramassent des légumes, qui les nettoient et puis qui vont mettre dans leurs espaces. Maintenant, comparer les prix entre la maman qui est restée sur le pavé là et de l'autre côté, mais ça, il n'y a personne qui voit. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'ordre à mettre dans les marchés pour que ça puisse se présenter comme des choses que les gens peuvent admirer. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Nous disions que la ville de Kinshasa, nous avons consacré une série d'émissions là-dessus. Aujourd'hui, nous avons commencé par le ventre. Et on n'a pas terminé avec les ventres à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les gens qui ont dirigé, les autorités qui ont dirigé cette ville par le passé, avaient ce qu'on appelle une nomenclature de prix dans chaque marché. Et aujourd'hui, on appelle ça combi. Ce qu'on appelle ça combi, c'est une mesure qu'un gouverneur, c'est le nom d'un gouverneur, ça combi. Il dit pour vendre la farine, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, que ce soit la farine, voici la mesure, ça combi. Quand il s'agit de riz, voici le prix. Quand il s'agit de maïs, voici le prix. Quand il s'agit de la farine de manioc, voici le prix. Donc, c'est l'hôtel des villes, c'est l'autorité urbaine d'abord qui devait donner les tons. On ne protège pas les consommateurs. Kinshasa ne protège pas les consommateurs. Et nous reviendrons la semaine prochaine sur Kinshasa et nous allons attaquer les dossiers transport en commun et les logements. Voilà. Préparez-vous pour les logements, préparez-vous pour les transports en commun. Et pour l'alimentation, nous n'avons pas terminé. Nous pouvons revenir avec les images à l'appui. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous dimanche prochain sur la même chaîne. Nous disons que la rediffusion de cette émission, c'est pour mardi à 21h. Naboyo kani bodi sona tebo, tukiwa baeta unité kosi.